sommes ensemble jusqu'à 9h, encore une bonne demi-heure donc pour parler d'infos pratiques et d'actu 100% Vendée avec un programme pas mal chargé puisque en ce mardi 1er février, oui déjà 1er février, le mois des crêpes, ce sont les derniers préparatifs de Coralie et Alban avant de passer à la barre comme 6 autres lycéens. Ils représentent cet après-midi la Vendée au tribunal de Nantes dans le cadre de la finale régionale du concours des petites plaidoiries. Le plus de l'info du jour, il est consacré aux néonicotinoïdes. Une véritable bataille juridique est engagée entre les utilisateurs et les détracteurs de ces produits d'enrobage de semences. Et puis nous allons parler transmission d'associations aussi dans la chronique Coup de pouce aux assos de ce mardi. Jacques Porcheret de la Maison départementale des associations nous expliquera comment passer la main en douceur. Voilà donc ce qu'on va développer au cours de la prochaine demi-heure. Mais avant de se pencher sur tous ces sujets, on va regarder quand même ensemble une dernière fois la météo de ce mardi matin. On en saura plus avec Fanny tout à l'heure, juste après le journal, avec son bulletin. Mais vous le voyez, donc hier, on avait des nuages plutôt blancs avec pas mal de soleil. Et bien aujourd'hui, les nuages virent au gris avec toujours un petit peu de soleil pour ce matin. Côté température, plus frais qu'hier, 1 à 2 degrés dans les terres, 6 sur le littoral. Et cet après-midi, et là, la carte va arriver, vous le voyez, le soleil qui était sur toute la moitié est, eh bien disparaît. Ce soleil disparaît. En revanche, quelques éclaircies ne sont tout de même pas à exclure sur toute la frange littorale. Attention pour tout le monde aux rafales de vent 30 à 40 km/h sur la Vendée, mercure autour de 10-11 degrés pour l'ensemble du département. Côté marée, eh bien, la mer est en train de descendre. Son point le plus bas, c'est dans 2 heures, à 10h43, très exactement. Et ensuite, la marée haute suivante sera à 17h16, côté Coef, 94-98, ce qui vous permet de traverser le Gois jusqu'à 1h30 avant et après la marée basse. Nos marchés du jour, marché de ce mardi, eh bien c'est jour de grand marché à la Bruffière aujourd'hui. Rendez-vous place Jeanne d'Arc dans cette commune qui est située entre Montaigu-Vendée et Tifauge, s'il faut encore la présenter. Avant de passer au journal, souhaitons à présent une bonne fête au Ella, un bon anniversaire si vous êtes du 1er février. Vous êtes né, figurez-vous, le même jour que l'actrice Marie-Lou Berry ou encore le chanteur Claude François. Voilà, on a fait le tour des infos pratiques de ce matin. Maintenant, on passe au journal. Et ils sont donc aux portes de la finale. Après plusieurs semaines d'entraînement et de sélection, Coralie et Alban forment un des 4 binômes vendéens qui tenteront cet après-midi de remporter la finale régionale des petites plaidoiries. 4e édition d'un concours organisé par le rectorat et le tribunal judiciaire. Un concours qui propose aux lycéens de se mettre dans la peau d'un avocat pour défendre une cause. Albin Mouton les a retrouvés dans les derniers ajustements de leur réflexion. La décision sur laquelle vous allez vous pencher aujourd'hui est d'une simplicité aberrante et on pourrait facilement penser qu'elle ne mérite même pas d'être abordée devant une institution aussi prestigieuse que ce conseil. Les dernières répétitions pour Coralie Mornay et Alban Guillet. Dans quelques heures, ils devront réciter leur plaidoirie au tribunal judiciaire de Nantes. Leur thème imposé, défendre l'instauration du pass sanitaire dans les établissements scolaires. On a fait beaucoup de recherches. Au début, on ne trouvait pas vraiment de sources fiables. On ne trouvait pas forcément les textes de loi qui nous intéressaient. Au moment de l'écriture, on s'est dit au début qu'il fallait faire une bonne introduction. Même si on ne donnait pas un argument juridique dès le début, il fallait qu'on amorce le sujet de la manière la plus concise et la plus claire possible. Mais notre professeur nous a beaucoup aidés là-dessus parce qu'elle nous avait déjà donné par exemple des sources sur lesquelles on pouvait se pencher pour commencer justement, pour nous aider à démarrer. Alors que la Grande Cour européenne des droits de l'homme a elle-même reconnu que la vaccination obligatoire n'était pas une atteinte aux droits fondamentaux de tout être humain. Un concours pour lequel les 2 élèves de terminale ont apprécié travailler, notamment dans l'optique de leurs futures études. Ça nous entraîne pour notre oralité, notre rhétorique, donc ça nous entraîne pour n'importe quel métier au final, pour notre vie plus tard. C'est une expérience qu'on ne vit pas forcément et qu'on ne vit pas tous les jours. En plus, là on est dans les 12 finalistes, donc on aura une attestation en fait, attestant justement de ça. Donc on pourra le mettre sur notre CV, dans notre dossier Parcoursup. Malgré les heures de travail et une préparation bien rodée, il reste tout de même un peu d'appréhension. On nous a dit qu'il fallait surtout pas stresser, que déjà là où on était arrivé c'était déjà très bien, que même si on gagnait pas après c'était déjà très bien,
Et on est passé plein de fois devant notre classe. Après, on est repassé encore une fois. Ils nous ont donné des conseils, ils nous ont posé des questions qu'on serait susceptibles d'avoir après. Donc on a vraiment été bien préparés. Donc ça nous a permis de réduire un peu notre appréhension, même s'il en reste un peu. Mais ça nous a bien aidé. Et en vrai, bon, ça va le faire. 12 binômes sont donc en lice pour cette 4e édition du concours des petites plaidoiries, dont 4 binômes vendéens. Les résultats seront proclamés ce mardi à partir de 16h30. Avec Coralie et Alban, c'est donc le lycée Notre-Dame à Challans qui est représenté. Les 3 autres binômes sont issus de Jean Monnet et de Jean 23 aux Herbiers, ainsi que de Léonard de Vinci à Montaigu, Vendée. C'est une véritable bataille juridique qui oppose actuellement les acteurs de la biodiversité aux fabricants et utilisateurs de néonicotinoïdes. Fin 2021, l'Autorité européenne de sécurité des aliments a estimé que la réintroduction temporaire de certains pesticides était justifiée, faute d'alternatives. Des produits d'enrobage de semences qualifiés par certains de tueurs d'abeilles. Mais à peine quelques jours plus tard, la Cour administrative d'appel de Marseille a confirmé, elle, l'interdiction du closer et du transform qui font partie de ces néonicotinoïdes. La réaction donc de Franck Alétru, il est apiculteur à Saint-Laurent-de-la-Salle, mais également président du syndicat national d'apiculture. Depuis plus de 20 ans, donc on se bat pour les faire interdire cette famille de pesticides. Les uns après les autres, on arrive à les éliminer. Maintenant, c'est des décisions de justice. On est obligé d'en arriver à la décision de justice parce qu'il n'y a pas de courage politique. C'est là où il y a une carence grave au niveau de nos dirigeants. Il doit y avoir à un moment donné un courage politique pour admettre une fois pour toutes, que ce soit en France, en Europe ou dans le monde, que ces familles de produits qui déciment les pollinisateurs dont on a besoin doivent être réellement interdits globalement et on ne revient plus sur cette copie. Et pour en savoir un petit peu plus, rendez-vous juste après ce journal avec un plus de l'info qui sera justement consacré à ce sujet. Des images aussi de ce rassemblement, c'était samedi matin devant la préfecture de La Roche-sur-Yon, manifestation organisée par un collectif de parents et de professeurs pour soutenir une famille sénégalaise dont la demande d'asile vient d'être refusée par l'administration française. La maman et ses 4 enfants, dont l'aîné est en terminale au lycée Rosa Parks, doivent quitter leur logement sous 15 jours. On voulait vivre au Sénégal comme tout le monde, comme tous les Sénégalais, mais vu que c'est impossible, on est venu en France pour se faire protéger. Et la deuxième chose, c'est de dire merci à tout le monde, merci d'être là, mais merci de nous soutenir. L'urgence, ça va être l'accès à un logement, à un hébergement pour cette famille, une aide pécuniaire aussi, donc notamment via la cagnotte Litchi qui existe. Et puis après, ça peut être aussi un soutien, inviter la famille à faire des sorties, inviter la famille à manger, la proposition de vêtements. Enfin voilà, c'est vraiment là dans l'urgence, c'est vraiment le côté matériel. La dématérialisation des échanges n'est pas toujours simple et les accueils physiques, de moins en moins disponibles dans les administrations, rendent parfois les démarches très compliquées. Pour aider tous ceux qui ont du mal avec Internet, la File de Chantonnay et sa communauté de communes viennent de recruter des conseillers numériques et depuis 1 mois, ils accompagnent les administrés. Il y avait un véritable besoin sur notre territoire, sur la ville et sur le territoire. On a un certain nombre de personnes qui sont éloignées du monde digital et en même temps, on se rend compte que à la fois pour la CAF, pour l'emploi, pour la retraite, pour les impôts, on est obligé de passer par le mode digital. C'est 13 millions de Français aujourd'hui qui sont complètement éloignés. On parle maintenant de e-électronisme, c'est pas pour rien. Donc c'est pour ça qu'il nous a semblé extrêmement important de pouvoir répondre à ce besoin de notre population. Alors eux sont plutôt à l'aise avec tout ce qui concerne Internet. En revanche, ils le sont un petit peu moins avec l'expression de leurs émotions et sentiments. Des élèves de 4e de La Roche-sur-Yon viennent de suivre un stage d'écriture avec un vrai écrivain. Des ateliers avec Éric Simard, auteur jeunesse plutôt rompu à l'exercice. Vous allez voir, Pierre Dalicieux. Un écrivain, un vrai, pour parler d'écriture à ces jeunes de 4e. Parler de son métier, mais pas seulement. Le but aujourd'hui, donner envie d'écrire. Il semblerait que cela fonctionne sur ces jeunes. Moi j'aime bien écrire. Parce que justement, comme il l'a dit, on peut développer nos sentiments et on peut faire, on peut transmettre plein de choses par l'écriture. Je trouve ça intéressant de
de voir un écrivain en vrai et puis de pouvoir lui poser des questions sur son parcours. Je trouve que c'est vraiment une bonne activité et c'est cool qu'il y ait des gens qui viennent partager leur opinion par rapport à la lecture ou qu'il y ait des écrivains qui viennent. Moi je trouve que c'est très très bien. Un atelier qui se déroule dans une ambiance différente de celle de la classe. Ici, pas de notes, pas de contraintes. Pour cet écrivain, donner envie d'écrire passe avant tout par le jeu et l'humour. J'anime des ateliers au niveau 4e. Ce sont des stimulations, des jeux d'écriture. Tendre la perche et donner confiance, en fait. C'est ça le but. Donner confiance sur l'expression de soi, sur l'expression de l'utilisation d'un lexique, sur les émotions, sur les sentiments surtout. Un atelier qui, c'est bien normal, se déroule au CDI, des jeunes ici habitués à ce lieu. Car, détrompez-vous, la lecture fait encore partie des passe-temps favoris de ces collégiens. Je le vois au travers de ce que je vis au CDI, au travers de prix littéraires que je fais vivre aussi. Et en fait, il y a beaucoup de lecteurs. Il suffit juste de leur donner quelquefois un petit peu une petite impulsion. Et puis peut-être des genres littéraires différents, parce qu'il y a beaucoup de lecteurs de manga, par exemple, mais il y a encore des lecteurs de romans, même si effectivement les téléphones, les séries peuvent aussi prendre un petit peu la part de temps libre, hein, mais comme nous les adultes aussi. Hein. Parmi ces jeunes, peut-être certains deviendront écrivains. Une chose est sûre, en tout cas, tout le monde ici a mis un pied dans l'écriture, du moins durant le temps de cet atelier. Et puisqu'on parle de livres, sachez que le réseau des médiathèques de l'agglomération de La Roche-sur-Yon organise justement son premier prix BD des lecteurs. 10 ouvrages ont été sélectionnés. Vous avez jusqu'au mois de juin pour les lire et classer ces albums en fonction de vos préférences. Information auprès des bibliothécaires yonnais. Terminons avec ces images de portes ouvertes à Urma-Vendée, l'université régionale des métiers et de l'artisanat. Nous sommes en pleine saison des choix d'orientation. Les futurs étudiants ont par exemple jusqu'au 29 mars pour ajouter sur Parcoursup leurs vœux pour la prochaine rentrée. Et ce week-end, beaucoup d'établissements accueillaient ceux qui voulaient se renseigner. Des infos notamment sur l'apprentissage qui attire de plus en plus les années passant. La demande est forte et puis il y a surtout une chose qui a changé depuis une décennie, c'est l'image de nos métiers artisanaux. Et aujourd'hui, nos jeunes vont vers ces métiers qui sont des vrais parcours de réussite. Cette image-là, nous n'avions sans doute pas il y a 20 ans ou 30 ans, mais aujourd'hui, il y a une vraie bonne image sur les métiers d'artisanat qui attirent des jeunes. Alors voilà pour les informations de ce matin. Nous allons maintenant regarder un petit peu plus en détail les prévisions météo de Fanny pour ce mardi. La Bocquenne, constructeur de maisons individuelles en Vendée, vous présente la météo. Vivez d'inoubliables instants d'exception en regardant la météo avec le cabaret La Belle Entrée. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints sur TV Vendée. Découvrons ensemble le bulletin météo de ce mardi 1er février. Dans l'ensemble, les basses couches se maintiennent sur l'ensemble du département en matinée. Puis au fil des heures, le plafond se lève et les éclaircies reviennent progressivement. Concernant les températures, nous évitons les gelées, même dans les terres. On compte un minimum de 3 degrés du côté de la Châtaigneraie, 5 pour Montaigu, 8 au Sable-d'Olonne et 9 degrés sur les îles vendéennes. Dans l'après-midi, le temps reste plus nuageux, notamment vous le voyez dans l'intérieur du continent, tandis que le ciel s'éclaircit sur la côte. Vous pourrez même profiter de quelques beaux rayons de soleil. Les températures sont stables sur l'ensemble de la Vendée. On compte une moyenne de 10 à 11 degrés. Allez, on regarde le programme des 3 jours suivants. Mercredi 2 février, en ce jour de Chandeleur, vous allez pouvoir déguster les crêpes sous un ciel mitigé avec une alternance de nuages et d'éclaircies. Le soleil brille davantage sur le littoral que dans les terres. Côté Mercure, elles sont encore plus douces avec un minimum de 7 degrés au réveil et 12 au plus chaud. Jeudi, pas de grands changements. Le ciel est voilé tout au long de la journée. Le thermomètre affiche de 4 à 8 degrés le matin et de 9 à 10 l'après-midi. Puis vendredi, le ciel est toujours nuageux avec un petit risque d'ondées en matinée. Dans l'après-midi, le temps s'annonce plus variable avec au programme des nuages et des éclaircies. Les températures se radoucissent, comptez de 7 à 13 degrés de moyenne. On revient à notre mardi 1er février. N'oubliez pas de souhaiter une très belle fête à toutes les Ella. Nous gagnons
3 minutes de temps d'ensoleillement, les jours rallongent et ça fait du bien au moral. Le soleil va se lever à 8h28 et se coucher à 18h09. Nous serons aussi un jour de nouvelle lune. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une très belle semaine. Rendez-vous bientôt sur TV Vendée pour un nouveau bulletin météo. Merci Fanny, il est 9h moins le quart maintenant sur le plateau de la matinale et pour le petit déjeuner, eh bien vous aimez peut-être sortir le pot de miel. Eh bien ça tombe bien, on en a parlé donc dans le JT il y a quelques instants. Nous allons faire un retour en détail sur cette bataille juridique qui est en cours autour de l'usage des néonicotinoïdes. Regardez. Ce sont des produits qui sont utilisés très souvent en enrobage. Ce sont des enrobages de la semence. Ce sont des produits qui sont donc systémiques et qui agissent sur le système nerveux des abeilles. C'est-à-dire que ça altère entre autres leur système d'orientation, mais aussi les fonctions musculaires. Donc de ce fait, les abeilles n'ont plus la capacité de revenir à la ruche. Donc l'apiculteur constate une dépopulation massive. Il n'y a pas d'abeilles mortes devant puisqu'elles ne sont pas revenues. Et la colonie s'effondre petit à petit. Ces familles de pesticides ne détruisent pas que les abeilles, mais tous les pollinisateurs qui vont sur ces cultures qui sont traités avec ces produits. Et l'impact, il est énorme, parce que 82% des plantes ont besoin de pollinisateurs. À mesure qu'on retire ces pollinisateurs, on voit s'effondrer la biodiversité. Et il faut quand même se rappeler qu'une fourchette sur 3 de ce que l'on mange dépend directement des pollinisateurs. Donc il est évident qu'on va réduire nos ressources de nourriture, si on ne fait pas si on ne met pas en pratique les interdictions qui s'imposent. Depuis plus de 20 ans, donc on se bat pour les faire interdire cette famille de pesticides. Les uns après les autres, on arrive à les éliminer. Maintenant, c'est des décisions de justice. On est obligé d'en arriver à la décision de justice parce qu'il n'y a pas de courage politique. C'est là où il y a une carence grave au niveau de nos dirigeants. Il doit y avoir à un moment donné un courage politique pour admettre une fois pour toutes, que ce soit en France, en Europe ou dans le monde, que ces familles de produits qui déciment les pollinisateurs dont on a besoin doivent être réellement interdits globalement et on ne revient plus sur cette copie. Le premier, ça a été le fameux Gaucho, puis ensuite le fameux Régent, avec l'imidaclopride et le fipronil, 2 autres matières actives. Et là, aujourd'hui, on est sur le sulfoxaflor, qui est un autre néonicotinoïde avec les mêmes effets dangereux pour les abeilles. Quand ces produits étaient massivement utilisés, on avait entre 30 et 60% de pertes des colonies chaque année. C'est inacceptable, insupportable économiquement et humainement. Progressivement, on a vu ces taux de perte à mesure des interdictions, voir ces taux de perte diminuer. On espère qu'avec toutes ces interdictions, arriver à retrouver le fonctionnement normal des colonies, comme c'était le cas il y a 25 ans. Et c'est un plus de l'info que vous allez pouvoir retrouver sur notre site internet dans la rubrique Actu. Passons au coup de pouce aux assos. Avec le 2e épisode de notre chronique à la maison départementale des associations. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver le début du feuilleton tourné par Alexandre Debray sur le site internet, là encore dans la rubrique matinale cette fois-ci, soyez attentifs. Aujourd'hui, nous allons parler transmission avec Jacques Porcheret, le président de la maison départementale des associations. On rencontre de temps en temps des associations qui nous parlent du problème de la transmission. C'est-à-dire que fondés il y a 30 ou 40 ans, ils ont du mal en fait à transmettre ce patrimoine, cette association. Alors quels conseils vous leur donneriez ? Oui, c'est souvent compliqué, surtout quand les dirigeants sont, je dirais, à la tête des associations depuis un certain nombre de mandats. C'est parfois souvent difficile de mobiliser des troupes, de mobiliser des personnes qui acceptent de remplacer. Parce que, premièrement, ce que j'essaye de faire comprendre aux associations, on n'est pas là pour remplacer Jacques Porcheret, par exemple, président de l'association, mais on est là pour remplacer un président, c'est-à-dire même pas pour remplacer, pour prendre
le poste de président, de trésorier, de secrétaire. Très important de dissocier, je dirais, la personne emblématique qui était à la tête de l'association pendant de nombreuses années et la fonction. Parce que déjà, ça dédramatise. Et puis, comme je leur dis aussi, on n'est pas là pour chercher, et les statuts pour ça sont importants, on n'est pas là pour chercher un président, c'est-à-dire que vous ne cherchez pas à faire rentrer des présidents dans votre conseil d'administration ou des potentiels présidents, mais des membres au sein du conseil. C'est-à-dire qu'on se projette sur l'avenir. On va d'abord trouver des personnes qui veulent et qui acceptent de rentrer dans un premier temps membre du conseil d'administration, de prendre des responsabilités au sein de ce conseil d'administration, donc voir comment on organise, comment on manage ce conseil d'administration par des missions, par des commissions par exemple, pour responsabiliser les gens et petit à petit les amener à la prise en charge, pourquoi pas, d'une fonction de président ou dans un premier temps de vice-président ou également d'une fonction de coprésidence, puisque c'est des choses qui se sont développées il y a quelques années, qui existent toujours. Voilà, c'est-à-dire qu'après, les statuts, même le volet administratif, même si sur le bénévolat on peut dire qu'on est plus sur de l'humain, mais même le volet administratif et juridique lié au statut peuvent aider les bénévoles d'aujourd'hui, les adhérents d'aujourd'hui, les dirigeants d'aujourd'hui à favoriser leur succession, à favoriser la succession, à favoriser la prise d'engagement par la suite. C'est un reportage d'Alexandre Debat à retrouver, donc comme d'habitude, sur notre site internet dans la rubrique matinale. Passons maintenant à l'extrait du jour. Et c'est un extrait qui s'intéresse à Backstage. Nous sommes mardi. David Ovinet reçoit aujourd'hui la moitié du groupe Lame, un groupe de rock nantais. Le Quatuor sort son premier EP après 4 années de concert. Regardez l'extrait. Étienne, vous êtes 4 dans le groupe Lame. Ouais. Peux-tu nous présenter les absents ? Les absents, il y a Bertrand Gavrois à la basse et Nicolas Wendling à la batterie qui n'ont pas pu venir aujourd'hui. Et les absents mais qui sont dans nos cœurs. Absolument. Et qu'on salue voilà. Les gars. Salut. Lame, c'est le nom de votre groupe Lame qui signifie boiteux. Qu'est-ce qu'il a de boiteux, Étienne, votre groupe ? En fait, qu'est-ce qu'il a de boiteux ? C'est moi surtout mon sens du rythme à la base. Et en fait, le fait que dans mes compos, souvent, il y a des nombres de mesures impairs ou des mesures un peu tronquées, etc. Donc voilà, du coup, ça donne un côté un peu boiteux dans les musiques. Et il y avait cette idée-là derrière le nom Lame. D'où le nom de ce groupe. David, à quel moment, toi, tu es entré dans cette bande, dans ce groupe ? Début 2018, j'ai rejoint le groupe après 2 répètes ensemble. Voilà, on a validé ma participation on l'a en tant que guitariste lead. Et Backstage, c'est à retrouver en intégralité ce soir à 19h50. Avant de passer au dernier appel du jeu, on va faire un place aux principaux titres développés depuis ce matin, 7h. Nous allons commencer avec le stress qui monte petit à petit du côté de Chaland, des Herbiers, de Montaigu-Vendée. C'est là que sont scolarisés les 8 lycéens qui vont représenter cet après-midi la Vendée au tribunal judiciaire de Nantes. Les 4 binômes participent à la finale régionale des petites plaidoiries organisées conjointement par le tribunal et l'académie. Les finalistes nationaux seront connus ce soir. Les suites aussi de la bataille juridique qui oppose actuellement les opposants aux fabricants et utilisateurs de néonicotinoïdes. Fin 2021, l'Autorité européenne de sécurité des aliments a estimé que la réintroduction temporaire de certains pesticides était justifiée faute d'alternative. Mais à peine quelques jours plus tard, la Cour administrative d'appel de Marseille a confirmé, elle, l'interdiction de 2 d'entre eux. Sur Internet, tvvendée.fr, vous pouvez retrouver la réaction du président du syndicat national des apiculteurs qui se trouve être vendéen. Et puis une solution du côté de Chantonnay aussi face au casse-tête des démarches administratives dématérialisées. Pour aider tous ceux qui sont un petit peu perdus, la ville et la communauté de communes viennent de recruter des conseillers numériques. Ils ont pris leur fonction le 1er janvier. Voilà pour les titres. Passons maintenant au jeu de la matinale.
Avec un très beau cadeau, on vous l'a expliqué depuis hier matin. Un très beau cadeau cette semaine, 4 gagnants. On est grands seigneurs cette fois-ci. 4 gagnants qui repartiront chacun avec 2 places pour le tout nouveau festival Le Goût des Langues qui se tient à la salle de la Balise du côté de Saint-Hilaire-de-Riez sur la 2e quinzaine du mois de février. C'est un festival pour promouvoir les patois locaux. On aura des concerts, des seuls en scène, des pièces de théâtre aussi bien pour les grands que pour les petits. Donc pour faire partie des gagnants, une question toute courte. Comment s'appelle un passionné du ferroviaire ? Comment s'appelle un passionné du ferroviaire ? Indice du jour, la passion brute grecque vous mettra sur la voie. La passion brute grecque vous mettra sur la voie. Vous avez jusqu'à vendredi midi pour envoyer votre réponse. Là-dessus, eh bien les amis, c'est la fin de cette matinale. Merci à vous de l'avoir suivi. On va se retrouver comme d'habitude demain matin dès 7h en direct pour un tout nouveau début de journée ensemble. D'ici là, très bon mardi à vous, même s'il risque d'être un petit peu nuageux. On l'a vu en début de matinale. Restons positifs et rendez-vous demain à 7h. Donc très bonne journée et à demain.